Quel pseudonyme as-tu choisi? Je regarde le niveau de la batterie, j'ai 8%, j'espère que ça va tenir. Quel pseudonyme as-tu choisi? On dirait que je m'appelle Eric. Eric, donc tu m'appelles. Oui. Donc, je t'appelle, je suis client VIP Premium depuis 8 mois, le mois de juillet 2022 donc. Ça fait à peu près 20 ans que je vis en Asie. Je suis marié depuis 14 ans avec une locale et en fait, je t'appelle, c'est surtout après avoir écouté ton séminaire sur le Secret Agenda qui m'a fait pas mal réfléchir et poser certaines questions. Et en fait, la question que j'ai, c'est si, mettons, une femme a obtenu en gros atteint tous les objectifs qu'elle se donnait concernant, par exemple, le nombre d'enfants, l'endroit où elle voulait habiter, le type de travail qu'elle voulait faire, ou même les activités hors travail. Il y a un domaine, par contre, qui semble poser problème, c'est le domaine au niveau relationnel, si tu veux. En gros, c'est, je dirais que l'impression que j'ai, c'est que ma femme investit en fait de moins en moins dans notre relation. Parce que je sais pas si c'est parce qu'elle atteint ses autres objectifs, donc on voit l'impression, bon, finalement, la relation, c'est pas la peine que j'y passe autant de temps parce que les autres objectifs, je les ai atteints. Et en fait, je voulais savoir, c'est comment changer cela, là, comment changer cet état d'esprit, disant qu'en fait, non, tu peux pas juste te désengager d'une relation, surtout au bout de 14 ans de mariage quand même, mais qu'au contraire, ça vaut toujours le coup de s'investir dedans. Parce que moi, je me suis beaucoup investi dedans. Parfois, je dirais même trop, mais ce degré d'investissement, je ne peux pas, le poursuivre ad vitam aeternam si je vois qu'en face, en gros, il n'y a pas trop de réaction. J'imagine dans un premier temps que tu as téléchargé via ton offre le séminaire Feuille de route, ou aussi appelé Secret Agenda. Donc j'imagine qu'une partie des réponses s'y trouve. Oui. Parce que là, tu poses la manière dont tu poses la question. Je demande pardon en avance aux auditeurs, il y a de l'écho, je me trouve dans une pièce qui a été vidée, je ne peux pas faire autrement, voilà, il y aura de l'écho, je n'y peux rien. La manière dont tu poses la question est certes claire et concise, mais tu as eu un document, tu as eu du contenu à hauteur de 6 heures environ. Je rappelle qu'un séminaire après montage dure environ 6 heures. Dans la réalité, la journée dure environ 7 heures. Mais évidemment, on coupe quelques petites pauses, quelques petites discussions hors sujet, etc. Donc tu as eu un contenu audio d'une durée, on va dire, de 5h30 à 6h30, quelque chose comme ça. Et la manière dont tu me poses la question fait totalement abstraction de ces informations. On dirait qu'en fait, tu ne l'as pas. C'est pour ça que je me permets de m'interroger et de t'interroger au passage sur la pertinence de l'utilisation que tu fais des séminaires. Parce que tu ne peux pas écouter et digérer 6 heures de quelqu'un qui a fait le tour sur le sujet, l'oublier complètement et poser la question comme si tu ne savais rien. C'est ça qui me paraît bizarre. Alors, dans ton séminaire, tu identifies plusieurs types de femmes, la bohème, la quête d'identité, la cellule souche, etc. Voilà. Bon, déjà, tu me prouves que tu l'as écouté, mais du coup, essaie d'en tirer profit. C'est pour toi que je dis ça. Moi, ça m'est égal à la limite, mais c'est pour toi. Si tu veux, les types que tu as décrits et basés sur mon expérience de la femme, c'est clairement la quête d'identité, quoi. Bon, ok. Au moins, c'est une information supplémentaire. Au moins, on n'est plus dans le vague totalement. Donc voilà, continue. Et la quête d'identité, alors, je ne sais pas si c'est possible, en fait, j'ai l'impression qu'elle a vécu à travers la recherche du partenaire, ou à travers le partenaire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas essayé d'aller dans d'autres pays ou quoi que ce soit. Dans d'autres quoi? Pays? Dans d'autres pays. Elle a voyagé à l'étranger, mais elle n'a jamais eu l'intention, en fait,
de déménager. Il a toujours l'intention de rester dans son pays d'origine. Mais la façon dont moi j'ai vécu sa carte d'identité, c'est au travers des partenaires qu'elle a eus. Parce que ça, c'est pas quelque chose que je savais au début, mais plus tard, en gros, elle a eu tout type de partenaires, plus âgés, moins âgés, célibataires, divorcés, divorcés avec enfants, divorcés sans enfants. Elle a du... Quel âge a-t-elle? Elle a un peu plus de 50 ans à l'heure actuelle. Elle a du kilométrage, comme on dit. Oui, exactement. Exactement. Et si tu veux, elle a même essayé donc différents groupes ethniques aussi, et je dirais même qu'elle a essayé les deux bords. En fait, si tu veux. Alors, en me référant à mon propre séminaire dont j'ai réouvert pendant que tu parlais la fiche sous les yeux, car je rappelle que ça n'est pas qu'un audio ou qu'une vidéo, c'est également un plan extrêmement détaillé au format PDF avec, le cas échéant, lien et image. Donc en fait, tu fais référence à la partie 4 qui est une caricature, enfin un modèle de 5 feuilles de route typiques, la cellule souche, la table rase, plusieurs vies en une, la quête d'identité et la bohème. Et le profil que tu me décris ressemble plus à plusieurs vies en une qu'à une quête d'identité. Alors, qu'est-ce qui te met sur la piste de cette typologie de femme? Parce que plusieurs vies en une, je dirais que c'est plutôt l'importance qu'elle attache toujours au développement personnel, si tu veux. Et plusieurs vies en une, non, parce qu'en fait, elle a toujours eu le même type de vie, c'est-à-dire toujours, en gros, travailler pour des multinationales, toujours dans son pays, et la seule chose qui a changé, c'est au niveau de ses partenaires. Sinon, le reste est resté constant. Mmh. Ouais. Ok. T'as pas l'air convaincu? Non, je réfléchis. Peut-être. Et en fait, c'est la variété des partenaires qui, avec le recul, est assez impressionnant. Et surtout, c'est récemment, elle m'a fait une remarque. Bon, forcément, moi, je ne suis pas local, je ne ressens pas du tout un local. Mais en gros, elle m'a fait une reproche d'être trop, de trop devenir comme un local. Et je me suis dit, pourtant, si ça fait pratiquement 20 ans que tu es dans un pays, c'est un peu normal que tu t'adaptes aux mœurs et coutumes locales. Mais qu'en gros, elle expecte, qu'elle s'attende à quelque chose qui soit toujours différent de local, même après quelqu'un qui a vécu 20 ans là, et tout. C'est pour ça que ça m'a fait réfléchir, quoi. En gros, c'est qu'est-ce qui est. Enfin, elle attend quelque chose de différent de son partenaire par rapport à ce qui existe localement. Mais je vois pas comment ça peut être possible, quoi. Non, mais là, tu descends en altitude et tu commences à regarder un petit détail de la carte, alors que la carte est plus. La carte est plus à regarder dans son amplitude, en largeur, il ne faut pas focaliser sur les détails. Donc que tu ressembles ou pas à un local par tel ou tel aspect, à ce stade, n'a pas grande importance. Qu'est-ce qu'un secret agenda? Qu'est-ce qu'une feuille de route? Maintenant, désormais, je vais un petit peu tester vos connaissances, parce que vous dites tous télécharger assidûment mes contenus, et puis parfois je me rends compte qu'il y a plus... c'est pas forcément très clair dans votre esprit en tout cas, alors que je l'exprime clairement. Les définitions sont toujours, d'ailleurs tu le sais, comment commence un séminaire, quel qu'il soit? Généralement, tu commences par des citations. C'est pas généralement, c'est tout le temps, 100%, 100% des 130 demi-journées commencent par des citations et quoi? Des recommandations, donc. Des recommandations de quoi? De lecture ou de film. Voilà, donc c'est pour ça que ça me fait doucement rigoler quand les haters disent « mais n'achetez pas ces trucs, achetez des livres ». Je commence toujours moi-même par recommander des livres adaptés à la problématique. Ça fait 15 ans que je fais des conférences et des séminaires, je recommande toujours des livres au début. Donc c'est vraiment une opposition qui est stérile et qui est ridicule. Bon, citation, recommandation. Ensuite, il y a évidemment une introduction, mais ça c'est normal. Et s'ensuit quasiment tout le temps, on va dire dans 98% des cas, s'ensuit quoi? Les définitions. Les définitions, merci.
Donc, quelle est la définition de la feuille de route ou du Secret Agenda? Donc, toi, tu avais utilisé, là, en gros, la métaphore du couloir aérien. Absolument, merci. Qu'est-ce qu'un couloir aérien pour ceux qui viendraient d'une autre planète? Donc, c'est quelque chose qui existe, mais qu'on ne peut pas voir, et cela guide la personne. Donc, en l'occurrence, ça guiderait ma femme. Voilà, c'est une métaphore, parce que les définitions sont de plusieurs ordres. Il y a des définitions techniques, il y a des définitions par symbole, il y a des définitions par comparaison, par analogie. Bon, là, et parfois, il y en a plusieurs. En l'occurrence, là, j'en avais plusieurs. J'avais une définition allégorique qui est celle du couloir aérien, c'est-à-dire qui est un tracé qui n'existe pas matériellement dans le ciel, mais que pourtant suivent tous les avions, sous peine d'être abattu. Un avion qui sort de son couloir aérien déclenche l'intervention de l'armée et est abattu, je te le rappelle. Or, on se dit a priori quand on est gamin, les avions ils sont libres dans le ciel puisque le ciel c'est vide. Et donc ils vont n'importe où. Ben non, ils vont pas n'importe où. Ils sont guidés par quelque chose qui est étranger, qui est invisible, pardon, aux gens qui sont étrangers au secteur. D'accord ? Un professionnel du contrôle aérien connaît tous les couloirs par cœur. Un enfant qui regarde les avions décoller de la plage, comme je le faisais, de la plage de Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var au début des années 80, a l'impression que les avions ont tout le ciel pour eux et qu'ils vont où ils veulent, n'importe où. Pas du tout. Eh ben, la feuille de route, aussi appelée Secret Agenda chez les anglo-saxons, c'est quand un professionnel du contrôle, non pas aérien mais relationnel, vous dit attention, ta partenaire ou ton partenaire d'ailleurs, hein, parce que c'est pas parce que les femmes m'appellent un petit peu moins que je m'adresse aux hommes, hein, moi j'aimerais bien m'adresser aux deux, simplement c'est souvent beaucoup trop technique et beaucoup trop logique surtout ce que je dis pour parler aux femmes. Et en fait, elles ont beaucoup de mal à appliquer de la logique à la sentimentalité, donc elles font ce qu'elles veulent, c'est-à-dire en général n'importe quoi, puis après elles sont malheureuses, elles font des cures, des retraites, bon bref, c'est leur problème. Si elles veulent pas comprendre, ceux qui ne comprennent pas souffrent. Comme dit la chanson de Stevie Wonder, « When you don't understand, you suffer ». Mais après, si tu veux souffrir, ça ne me regarde pas. Donc, les experts du domaine voient les parcours aériens, les couloirs aériens, que ne voit pas le grand public. Voilà, ça c'est la définition par allégorie. Donc, tu as gagné. Il y avait également une deuxième définition, mais bon, tu es pardonné si tu ne t'en souviens pas. Est-ce que tu t'en souviens ? Si tu avais parlé de degré de liberté aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un degré de liberté en physique ? Ou en physique, en mécanique, ou en sciences en général. Qu'est-ce qu'un degré de liberté ? C'était, c'est la liberté d'amplitude de mouvement, ou assimilée, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, tu as donné l'exemple du coude, si je me souviens bien, en fait, c'est degré de liberté du coude, on ne peut pas bouger son coude, on ne peut pas faire 360 degrés avec son coude, quoi. Non, tu peux le plier ou le déplier. Ouais. Donc, nombre de degrés de liberté. Je crois que tu as dit 5, si j'ai bonne mémoire. Ah bah non, 5 non. Si on peut que plier, déplier, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. Quelque chose qui plie qui tourne, ou qui plie, ou qui pivote, ou qui glisse dans une seule direction, à un seul degré, un train à un seul degré de liberté. Tu vois, il peut aller que sur le rail, vers l'avant ou vers l'arrière. Quelque chose qui roule et qui n'est pas un train peut tourner à gauche, peut faire demi-tour, peut tourner à droite, aller vers l'avant et vers l'arrière. En gros, il a 2 degrés de liberté, c'est-à-dire latéral et devant et sur les côtés. Et quelque chose qui peut aussi aller sous l'eau en a un 3e, et quelque chose qui peut également décoller en a un 4e. Ou on va dire 3 si on compte la verticalité comme une seule, voilà. Et j'avais dit, quels sont les degrés de liberté d'une relation, homme ou femme? Alors, tu parles des niveaux ou parce que des degrés de liberté, c'est pour ça que j'avais dit 5. Parce que moi, je me souviens que tu m'avais cité 5. Voilà, il y a l'activité, ils sont sur la page 2 de la fiche. Il y a l'activité professionnelle, avec ou sans nécessité. Il y a l'activité extra-professionnelle. Il y a la localisation géographique. Il y a les enfants.
et il y a le niveau d'intérêt des relations, c'est-à-dire à la fois l'ami, le mari, le conjoint, les collègues, etc. Voilà. Et comprendre le secret agenda ou la feuille de route d'une personne, c'est comprendre lesquels de ces 5 degrés de liberté cette personne a volontairement et définitivement annihilé, réduit, condamné au profit d'autres. Car tu ne peux pas avoir tout condamné ou tout ouvert. Tu ne peux, sauf si tu es totalement un psychopathe. Mais généralement, tu n'es pas 100% déterminé sur ton activité professionnelle depuis la naissance et sur tes activités extra-professionnelles et sur le nombre d'enfants et sur le lieu et le type d'habitation que tu souhaites habiter et sur le nombre et le type d'amis que tu souhaites avoir et sur le type de mariage ou de concubinage que tu souhaites vivre. Là tu es un psycho, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que les gens qui sont extrêmement déterminés, par exemple, à habiter telle région, telle ville, tel pays, ou par exemple, je ne sais pas, à habiter une maison. Je connais des gens, par exemple, ils ne conçoivent pas la vie sans habiter une maison. Ils ne conçoivent pas d'habiter en appartement, pour eux c'est des choix. Quand on a verrouillé un ou plusieurs de ces degrés de liberté, quand par exemple, on ne conçoit la vie que dans une maison et dans une certaine ville d'un certain pays, eh bien évidemment, on n'a pas comme compagnon possible l'ensemble des choix, puisqu'il faut trouver quelqu'un qui acceptera d'habiter une maison. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Tu vois, moi par exemple, longtemps, j'ai pas conçu d'habiter en maison, ça me faisait chier. Et puis il faut trouver quelqu'un qui accepte d'habiter là aussi, qui en plus veuille habiter une maison exactement là où on veut et se conformer à tous nos autres desiderata. C'est ce qu'on appelle verrouiller, ouvrir. Donc plus on verrouille d'un côté, plus on doit ouvrir les autres. C'est une question d'équilibre. C'est ça les degrés de liberté. Donc à la lumière, bon, et puis ça n'est qu'une partie sur les 20 ou 25 du séminaire. Oula, il y a une Asiate qui hurle là avec son charmant accent derrière toi. Est-ce que tu peux t'en éloigner un peu? C'est horrible en fait. Sans aucune discrimination pour l'accent du pays où tu te trouves, mais c'est vraiment très laid. Ça va mieux ou pas? Ouais, un petit peu. Donc, et la raison pour laquelle je te disais les femmes, les appels tels que le tien, émanent souvent d'hommes et malheureusement pas assez de femmes, c'est que rien que le fait d'appliquer un modèle logique à leur choix à leur modèle décisionnel, ou plutôt le simple fait de leur révéler que leur modèle décisionnel repose sur une espèce de logique, leur est insupportable, tu vois. Alors qu'en réalité, au fond, elles savent très bien que leurs choix relationnels sont parfaitement logiques, et elles se le disent entre elles, mais elles ne l'avoueront pas publiquement ou à un homme, voilà. Donc ta femme, semble-t-il, donc je vais cesser de t'interroger sur ce séminaire, j'ai l'impression que tu l'as compris, mais tu aurais dû du coup l'utiliser un peu plus, parce que ta première question semblait montrer que tu n'avais pas du tout écouté, c'est pas le cas. Ta première femme, effectivement, semblait avoir un degré un secret agenda assez basé sur... donc sur quoi du coup? Sur le choix de ta personne, sur son travail, sur ses activités extra-professionnelles, sur sa localisation géographique, tu l'as dit, manifestement. Elle souhaitait habiter donc voilà, dans ce pays, dans cette ville, dans cet état. Oui, son travail aussi, parce qu'elle voulait bosser pour une multinationale. Donc, localisation géographique, on va dire, très verrouillée. Travail relativement verrouillé, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, les choses ne sont pas binaires, évidemment. Quoi d'autre? Activité extra-professionnelle, enfant... Enfant très verrouillé aussi. Ah, donc on en a enfant très verrouillé. Alors, ça, très verrouillé, ça ne veut pas dire qu'on veut 14 enfants. Ça peut être très verrouillé, et on en veut 0. Voilà. Ou ça peut être très verrouillé, on en veut 1, tu vois. Ou ça peut être très verrouillé, on en veut 10 aussi. Elle a eu... Enfin, on a le nombre d'enfants qu'on voulait. C'est-à-dire on a 2 enfants, en fait. Voilà, très bien. Donc,
Voilà. Donc en fait, là, le degré de liberté, c'est plutôt pour niveau d'intérêt de la relation humaine. Donc qu'est-ce qui reste? Attends, non, soyons méthodiques. Attends, il reste activité extra-professionnelle et il reste relations humaines. La relation humaine incluant le compagnon, ou le concubin, ou le mari, ou le pacsé, ou peu importe, incluant les amis, et après, par cercle croissant, incluant éventuellement les collègues, etc. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le sujet. On n'est pas sur une... Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui reste comme verrouillage entre activité extra-pro et relation? Il faut forcément, si ta femme n'est pas une psychopathe, que ces deux-là soient relativement plus déverrouillés que les autres. Exactement. C'est le cas. Ce qui veut dire qu'extra-professionnellement, soit elle n'a pas de grande passion, soit elle fait des choses mais elle s'en fout un peu. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Mais les comportements c'est enfantin. Avec les bons... Alors fais gaffe, par contre là, c'est très bruyant et c'est de ton côté, ça n'est pas du mien. Donc les rageux pourront dire ce qu'ils veulent, mais là, c'est quand même de ton côté que c'est assez bruyant. Donc le modèle relationnel, une fois qu'on l'a bien posé, tous les comportements, je dis bien tous, sauf l'extrême fraction des psychopathes et des foualiers, tous les modèles comportementaux deviennent relativement prédictibles et simples. Voilà. Il est évident qu'une personne avec 3 degrés de liberté verrouillée sur 5 n'aura que peu de passion pour ses activités extra-pro, et peu d'intérêt à long terme. Je souligne bien les 3 mots à long terme, car on a toujours au début un intérêt de circonstance, mais peu d'intérêt à long terme pour le mariage, qui n'est finalement qu'un cadre, un peu comme une assurance vie. C'est un cadre légal, c'est un cadre fiscal, si tu veux. Oui. On va dire passer les 2-3 premières années où la nouveauté, la sexualité, etc. Font office de parfum, si tu veux. Voilà. Est-ce que ça correspond à la réalité? Malheureusement, oui. Et en fait, c'est ça. Là, c'est moi qui ai des difficultés, c'est que le niveau d'intérêt que je trouve, comme tu as souligné, qui a tendance à décroître. Et moi, si tu veux, je suis beaucoup investi dedans. En fait, mon niveau d'intérêt est clairement plus élevé que le sien à l'heure actuelle. Et en fait, c'est quelque chose que je trouve assez difficile à admettre, à gérer, quoi. Mais normalement, si mon modèle est validé, et je crains qu'il ne le soit, c'est une façon de parler, bien sûr, c'est pas qu'elle a pas ou peu d'intérêt pour toi, c'est qu'elle a peu ou en tout cas moins d'intérêt pour la chose du mariage en général. Comme disait Marivaux, comme faisait dire Marivaux à l'un de ses personnages, qu'a donc le mariage en soi qui vous attire, ma sœur? Tu vois? Il y a des femmes et des hommes, car on me reproche toujours d'être misogyne, mais je mets toujours les deux. Il y a des femmes et des hommes pour qui le mariage, le couple et les enfants sont le parangon, la pierre de touche, l'indépassable, l'infrangible, et pour qui tout le reste est accessoire. J'en connais, je connais surtout des femmes, il faut le dire, mais également quelques hommes, et particulièrement des femmes. Les 5 ou 10 dernières années de leur vie, c'était trouver un mari. Et puis si tu veux, tout le reste, carrière et compagnie, c'est sur le papier, mais concrètement, on voit bien que c'est une blague en fait. Ça n'a aucune forme d'importance. Elles sont en disponibilité, comme on dit, tu vois. Avant de devenir officiellement au foyer, ce qui comptait, c'était d'avoir le bon époux et le bon cadre familial, et de faire 2 enfants et de les inscrire à la bonne école grâce à la carte scolaire. Voilà. Donc ta femme normalement n'est pas forcément quelqu'un qui te déteste ou qui se désintéresse de toi en tant qu'Éric de je ne sais plus quel pays on a dit. C'est peut-être quelqu'un qui fondamentalement n'a que peu d'intérêt pour la chose sentimentale, pour la chose humaine, pour la chose de couple. Alors, je
je suis désolé d'abonder dans ton sens, mais en fait, c'est son deuxième mariage. Bah, quand on a peu d'intérêt pour quelque chose, on y investit moins. Oui. Et quand on y investit moins, eh ben, ça dure moins longtemps. Quand on a peu d'intérêt pour... quand on a peu ou aucun intérêt pour la bagnole, on s'en sert, on s'en sert, on s'en sert. On ne l'entretient pas, on ne fait pas les révisions, on ne fait pas attention aux petits bruits. Et puis un jour, comme c'est arrivé à une collègue de ma mère, pas plus tard qu'hier, on va faire les courses entre vieilles dames, là, entre amis, et puis on n'arrive pas à destination parce que l'embrayage, il lâche. Et on est comme une conne, bloquée en première sur la voie rapide. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Ben, en fait, le truc, il était en train de crier, l'embrayage criait famine depuis 6 mois, tu vois, mais on s'en fout. Donc effectivement, pas d'intérêt égale pas d'attention, égale... Enfin, pas d'intérêt entraîne pas d'investissement, entraîne pas d'attention, entraîne rupture que l'on considère comme brutale, mais en fait, le truc hurle famine depuis des mois, voire des années. C'est pour ça que je me suis énervé récemment dans une vidéoscopie sur la chaîne principale, que vous devez connaître si vous êtes sur la chaîne secondaire. Là, vous êtes sur la chaîne Études de cas, Stéphane Edouard Études de cas. Si vous ne connaissez pas la chaîne Stéphane Edouard, on va dire divertissement, je vous conseille de vous y abonner. Et donc, dans une vidéoscopie, je m'énervais contre un gland suisse, je crois, qui disait rupture brutale. Et je disais, il n'y a pas de rupture brutale, il y a simplement que comme la psychologie et les rapports hommes-femmes ne t'intéressent pas, tu ne le vois pas arriver. Mais il n'y a pas d'embrayage qui casse brutalement, ça n'existe pas. Un divorce brutal. Voilà, et le divorce, il n'est jamais brutal, il est juste que comme on ne s'intéresse pas à la psychologie et comme on est peu fin de ces sujets-là, parce que quand on est un gros ingé informatique et un gros geek, eh bien ça ne nous intéresse pas, on ne note pas que l'intérêt de sa femme décline, on ne note pas qu'elle part avec le chef de service, et on se retrouve dans un groupe d'hommes à quémander l'estime des autres, car on n'en a plus aucune depuis qu'elle est partie se faire saccager par le chef de service ou par un type qu'elle a rencontré sur Tinder. Voilà, Ricardo, tiens, bien fait. Tu vois, il y a un embrayage, c'est une pièce à friction. La friction entraîne échauffement et fatigue. Et échauffement et fatigue sont des termes médico-techniques. Tu vois, il y a la fatigue d'un muscle qui entraîne le claquage, il y a la fatigue d'une pièce mécanique qui entraîne la casse, et il y a la fatigue d'une relation qui entraîne la séparation. Mais le truc, et si tu es attentif, tu le sens au premier début du commencement du problème. Mais quand tu n'investis pas, quand tu n'as pas d'intérêt, pas d'attention et pas d'investissement, tu ne sens rien, tu ne vois rien, et à un moment, la personne s'en va. Et tu te retrouves comme un gland, et ça, c'est généralement les hommes, hein, donc tu vois, je suis aussi misandre, c'est généralement les hommes, pas toujours, mais très généralement les hommes, qui m'appellent avec des formules urgentes, raison pour laquelle j'ai surpricé, j'ai mis très cher le phone coaching urgent parce que je n'aime pas les faire. Ça n'est jamais fructueux et ça n'est pas agréable pour moi d'avoir une personne désespérée, mais à qui il manque tout et qui n'est même pas en situation d'écouter, si tu veux. Tellement, voilà, tellement l'urgence est là, la souffrance est là, elle n'écoute pas, elle veut une solution clé en main, etc., etc. C'est généralement des hommes qui ne s'intéressent pas à la psychologie, qui trouvent que mon activité est risible, et puis quand leur bonne femme s'en va, ils sont comme des cons en train de prendre l'étude de cas à 600 € les 30 minutes pour avoir une réponse. Ça n'a jamais été que j'estime que mon savoir vaut 1200 € de l'heure. C'est juste que c'est un prix dissuadant, je ne veux pas les faire. Et il y en a quand même qui appellent. Oui, bah, parce qu'ils sont vraiment désespérés, quoi. Ils sont en face d'un mur, ils sont pris de mur. Eh oui, sauf que le mur, en fait, tu t'en rapproches depuis des années, mais tu t'en foutais. Et tu trouvais que mon activité, ça faisait un peu pédé, tu vois. Bah maintenant, comme dit la cigale à la fourmi, vous avez bien chanté, bien dansé, vous avez bien chanté, bah dansez maintenant. Hein? Donc, ta compagne, à mon avis, sous-investit, désinvestit un petit peu rapidement le mariage, car elle n'a pas de grand intérêt pour cette activité qui est
comme je te dis, une enveloppe fiscale. C'est un statut fiscal, un statut administrativo-fiscal. Après, la seule limite de mon analyse, enfin une des limites de mon analyse, c'est aussi que je ne connais pas le biais culturel de ton pays, et que peut-être que tu es dans un pays, je ne sais pas, où la femme célibataire est plus que sous-estimée, mais voire limite brimée ou méprisée. Peut-être qu'à son âge, elle est obligée d'être présentée comme Madame Machin, parce que culturellement, ça serait mal vu, également. Peut-être. Une fois de plus, malheureusement, tu as raison. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes célibataires, pire, les mères célibataires sont socialement pénalisées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit au logement public, par exemple. Voilà. Pour un certain âge, dans le pays où je suis. Et autre chose qui m'a interpellé le matin, parce que tu m'as dit, ça fait tout à fait sens, c'est que la plupart de ses amis, sont en fait des mères divorcées. Elle serait en Europe ou a fortiori aux États-Unis, ça serait sans doute une quinca à rouge à lèvres, un petit peu à l'instar des quinquas de la série Sex and the City, que tu dois connaître si on a à peu près le même âge, qui faisait fureur il y a une vingtaine d'années. Elles avaient toutes des séparations et des divorces dans les pattes, mais elles allaient jouer la dernière carte de leur physique, leur dernier pic de phéromones. Elles allaient le vendre sur le marché, ce que j'appelle sur le marché de ce qu'on appelle sur le marché de la rencontre, et là-bas c'était culturellement accepté, voilà, ça faisait un petit peu cougar, ça faisait un petit peu milf, mais c'était relativement accepté, alors que dans d'autres régions du monde, on imagine bien que sur le continent africain dans sa majorité, ou sur le continent asiatique, ou sur le continent je ne sais pas quoi, eh ben on se présente pas en soirée, en talons à 50 balais, en tant que femme célibataire, avec les gamins à la maison chez la gouvernante, parce que dès que ça se sait, eh bien on acquiert une réputation de catin. Et quand on a une réputation de catin, eh ben quelques mois plus tard, les soucis arrivent avec les mecs un peu louches qui vous tournent autour, et puis à un moment, on finit prise contre son gré, contre un mur du parking, par un simple d'esprit, qui a entendu que vous étiez une fille facile. Voilà comment ça se passe dans le monde. Et c'est pas Stéphane qui dit des horreurs, Stéphane, il fait que raconter comment les choses se passent. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas ou quoi que ce soit. Ça veut dire que c'est tendanciellement quelqu'un qui n'investira pas dans son couple ce qu'elle investit dans les autres secteurs de la matrice, enfin du modèle, qui, je le rappelle, sont l'activité professionnelle, l'extra-professionnelle, les enfants et la localisation géographique. Personne n'investit les 5, ça n'existe pas. Ça existe sur Instagram, si tu veux. Mais dans la vie, ça n'existe pas. Les gens très intéressés par le couple, les enfants et la géographie, en général, ne travaillent pas ou font un job alimentaire. Les gens très investis par leur carrière sont prêts à tous les compromis géographiques. Au-delà du plafond de verre, la plupart des gens, qui sont d'ailleurs des hommes, pour des raisons afférentes à ce qu'on vient de dire, sont des hommes qui ont accepté d'être déportés temporairement en Asie, au Nigeria pour travailler dans le pétrole, dans une province horrible aux États-Unis pour faire bâtir un centre commercial, à Cape Town pour je ne sais quelle matière première, en Asie pour boursicoter à Singapour ou que sais-je, au Luxembourg pour des raisons d'exil fiscal ou à Monaco. Et donc, ils acceptent de perdre plusieurs années de leur vie à se faire chier parce qu'ils sont ultra déterminés à rejoindre l'élite, d'accord? Ils sont pas, en général, très verrouillés sur localisation, nombre d'enfants, etc. Et plus ils le sont sur un autre sujet, plus ils sont lâches au sens lax, pas au sens couard, sur le reste. Donc, par exemple, quelqu'un qui est ultra déterminé sur son job et ses enfants, et quelqu'un, globalement, qui habiterait à peu près n'importe où et qui s'en fout, tu vois, il s'en fout, lui, d'avoir une maison ou un appartement.
mieux le problème, mais il n'y a pas vraiment de solution, quoi. Ah bah non, j'ai pas. Mais la différence entre un coach bidon et moi, c'est que le coach bidon te vend systématiquement une solution. Moi, je décris la réalité telle qu'elle est avec des modèles que j'ai tirés de mes études de classe prépa et d'ingénieur. Mais parfois, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Ou alors, il y a des solutions temporaires, comme voilà, les cadeaux, les week-ends, les vacances, etc. C'était les solutions à la con de mon ex-collègue, j'allais dire également à la en radio, qui était présentée comme l'experte française des relations, alors que c'était une vieille actrice porno ménopausée, Brigitte, si tu nous écoutes. Et en fait, à chaque dilemme, à la fin, c'était un sketch, mais les gens étaient tellement teubés, et pourtant ils n'étaient pas vaccinés à l'époque, mais enfin ils étaient déjà tellement teubés qu'ils adoubaient, et on a l'impression qu'ils recevaient la bénédiction divine, ou c'était l'homélie de la mère Lahaye. Et à chacun de à chaque baisse d'intérêt d'un mari ou d'une épouse, elle leur conseillait d'aller se faire des massages, des papouilles, de partir en week-end, de faire garder les enfants et de prendre du temps. Alors que la réalité, c'est que quand ton niveau d'intérêt baisse pour quelqu'un, tu ne rêves que d'espace, tu rêves que de space, tu rêves que d'être loin de la personne. Tu veux dormir seul, tu veux partir en vacances seul, etc. Et elle disait, bah, allez partir en vacances ensemble, alors qu'en fait, ils se supportent déjà plus. Ah non, ça changerait absolument rien. J'ai déjà fait tout. Tu es le cadre fiscal de la femme que tu as choisi d'épouser, ou que vous êtes marié femme, vous êtes époux? Oui. D'accord. Donc c'est bien la définition du mariage. Marié, c'est pour le meilleur et pour le pire, mais c'est surtout pour le pire, parce que pour le meilleur, il n'y a pas besoin d'être marié. Oui. Là, vous ne seriez pas marié, et vous n'auriez pas de lien familialo-administratif, là, elle serait partie. Là, elle serait partie. Elle est là parce que vous êtes marié, vous avez des enfants. C'est le but du mariage. C'est d'empêcher le lien de se dissoudre le plus longtemps possible. En intriquant les enjeux, les intérêts, les capitaux. Oui. Et la perceuse revient. La perceuse est de retour. Voilà. Non, mais en gros, malheureusement, ça confirme ce que je soupçonnais, quoi. Surtout après avoir écouté, c'est bien fait réfléchi de mon côté et tout. Mais je connais le problème, c'est juste qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution durable au sens où les termes du contrat sont pour l'instant respectés. Ah oui. Tu ne peux pas lui reprocher d'avoir enfreint les termes du contrat. Non. Cette personne ne t'a jamais promis un investissement colossal sur votre vie de couple, votre sexualité, votre intimité émotionnelle, etc. Cette personne t'a promis d'avoir un job de cadre supérieur, d'avoir 2 enfants et d'habiter là-bas et de fréquenter un certain milieu relativement superficiel de gens qui pensent qu'à leur placement et à leur semaine de vacances à l'étranger qui arrivent dans 3-4 mois et qui vont tous dans les mêmes hôtels, etc. Je suis loin de la réalité ou pas? Non, t'en es très très près. Bah, elle t'a promis ça. C'est juste que j'ai pas fait attention aux notes en bas de page du contrat. Ah oui. Ah bah quand on lit mal les contrats, on est puni. Ouais. Voilà. Donc à partir de là, déjà normalement, au vu des éléments, normalement c'est quelque chose qui est amené à durer. En tout cas, elle va certainement pas disparaître avec un post-it sur le frigo comme elle l'aurait fait en Europe ou aux États-Unis, surtout aux États-Unis d'ailleurs. Après, si tu veux si tu veux donner le change, tes options se limitent. Hein. Tu as l'option de rester dans le cadre de ce Pax Amélioré, on va dire,
et d'aller voir ailleurs. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'elle fait déjà, je n'en sais rien. C'est souvent ce que font les couples quand le... Qu'est-ce qu'ils hurlent les gens chez toi? Mais c'est insupportable. Puis avec leur voix là. Donc il y a la solution de rester dans le cadre du compte, enfin comment dire, de conserver les enjeux et le capital en commun tout en ayant une vie affective ailleurs, ce que font à mon avis un bon quart des couples dans le monde. Donc c'est pas que je prône le polyamour, c'est juste que je décris la réalité, c'est tout. Je pense qu'un bon quart, ou au moins 20% des couples dans le monde ayant passé, on va dire, une génération ensemble, donc une génération c'est une vingtaine d'années, 20-25 ans, recours à ce subterfuge, enfin voilà, pour... si l'autre te donne pas d'affect, à un moment, on est comme une plante. Tu fais pas grandir une plante sans lumière, puisque c'est la lumière dans laquelle elle prend je sais plus quelle vitamine via la chlorophylle, là, tu vois. Il y a que certaines plantes qui grandissent dans le noir, et même dans le noir, il leur faut certaines ampoules, tu vois. Mais sinon, tu ne fais pas pousser des arbres dans la totale obscurité. Bon, et notre nature physiologique et biologique nous empêche de nous développer en l'absence d'affect. Voilà. Sauf certains individus psychopathiques, type American Psycho, hein, qui porte bien son nom. Voilà, le type avait zéro affect, mais ce sont des psychopathes. Normalement, on veut que quelqu'un nous aime, nous désire, machin, etc. Et quand on en est carencé, on va chercher ça n'importe où. Pardon, comment dire, c'est pas sur ma liste, tu sais pas, je prévois pas de faire ça. Donc... Bon, bah dans ce cas-là, tu vas vivre une longue histoire tranquille, enfin tranquille, je te le souhaite, mais désinvesti émotionnellement. Il y avait un détail, du coup je me suis permis pendant la pause de relire la fiche qu'avaient rédigé les préparateurs à ton sujet, puisque tu es passé donc par ce qu'on appelle les préparateurs, qui vous permettent de raccourcir les questions qui sinon durent des plombes. Et il y avait une anecdote, du coup je ne veux pas la révéler sans ton accord. Est-ce que tu es d'accord pour raconter l'anecdote? Attends, c'est laquelle l'anecdote? Une histoire de dessus-dessous. Tu veux parler de quoi, à propos de la lingerie, non? Ouais. Ouais, voilà, ok. Oui, alors, je la raconte. C'est donc... Tu remarqueras que je fais preuve d'une certaine délicatesse en... Oui, j'apprécie. J'aurais très bien pu considérer que tu l'as dit à la classe prépa, boum, je le balance. Ouais. Je l'ai pas fait. Non, merci pour ça. Et tu vois également qu'il y a un suivi entre les informations que tu donnes à la classe prépa et à moi. Alors qu'il y a des entreprises où tu parles à un collaborateur, tu parles 20 minutes, il note tout, et puis quand tu parles au suivant, il ne sait rien. C'est pour ça que j'apprécie tes services, entre autres. Donc l'anecdote, c'est un soir, je demande à ma femme, bon écoute, j'aimerais bien que tu penses que l'imagerie, ça n'avait rien de franchement exceptionnel. Et elle me dit non. Je me dis en gros, j'en ai pas envie et tout, et elle se met à rire. Elle se met à rire? Un peu interrogée. Oui. Et en gros, je lui ai demandé plus tard, en fait, c'est juste qu'elle était mal à l'aise quand elle a dit non, et donc le rire était censé cacher. Ouais, alors j'interpréterai pas le rire, car il n'y a rien de plus culturel que le rire. Et notamment en Asie, on m'a plusieurs fois... Alors moi, je connais mal l'Asie, donc je n'ai pas d'avis sur le sujet. Mais l'unique fois où je m'y suis rendu, on m'a à plusieurs fois rappelé que le rire n'était pas du tout un moment de connivence ou de sympathie, mais que ça pouvait être au contraire de la moquerie ou voire du mal à l'aise, du malaise, de la moquerie ou pire en fait. C'était pas du tout sympa en fait quand un Asiatique riait devant toi. Oui, non, je confirme. Et donc bon, ça s'est pas fait, donc elle n'a pas ménagerie. Et 2 jours plus tard, donc elle sort pour une soirée d'anciens de sa promo, quoi, à l'université. Je la vois qui met de la lingerie. Et je me dis, je fais remarquer, attends, je comprends pas, quand moi je te demande, tu me dis non. Et là, tu sors pour une soirée avec donc ça fait trop longtemps, mais elle me dit, ah oui, mais c'est pas pareil, c'est parce qu'en fait, ça va bien avec mon ensemble et tout. Je l'ai dit, bon, à part le détail qui m'entend, est-ce que tu te rends compte
compte du message que tu m'envoies. En gros, c'est plus important pour toi Oui. que tu aies l'air bien en soirée, plutôt que de répondre positivement à une demande de ton mari. Soirée professionnelle ou extra-professionnelle? Extra-professionnel. Extra-professionnelle, d'accord. Pourtant, on disait qu'elle avait peu d'intérêt pour les choses. C'était juste quelque chose qui arrive pas souvent. C'est ancien, ça promeut à l'université et tout, qui est organisé comme ça. Ah non, non, mais je suis désolé. L'université, c'est pas totalement extra-professionnel. Et quand je te dis extra-professionnel, c'est le club de bridge ou le club de cheval, ou etc. Université et travail, c'est un peu lié quand même, tu peux pas nier. Oui, oui. Indirectement. Oui. École, université, emploi, stage, c'est la même veine. C'est les artères de la même veine. Oui. C'est comme ça, oui. Et, voilà. Et donc, j'avais une discussion avec elle et je lui disais, mais est-ce que tu te rends compte du message que tu m'envoies? Et apparemment, non, elle a énormément de mal à se rendre compte de ça. Je pense que tu as épousé quelqu'un qui a sans doute tous les attraits d'une femme physiquement, enfin je te le souhaite en tout cas, au moins que tu as un peu profité pendant quelques années, mais qui résonne pas mal comme un mec. Hein. Je confirme aussi. C'est typiquement masculin ce qu'elle t'a répondu là, c'est-à-dire qu'en fait elle a aucune empathie émotionnelle, elle ne se rend pas compte du message qu'envoie ce déni, enfin cette négation. Je confirme, oui. Ça veut dire, enfin, la lingerie, je l'explique dans le séminaire Amant, c'est le reflet d'une valeur, qui est en général la valeur perçue ou la valeur que l'on veut se décerner, s'attribuer. C'est un petit peu l'équivalent de la montre chez les hommes. Moi, par exemple, j'ai faim de m'intéresser aux montres pendant quelques années et je me suis rendu compte que c'était fin, c'était pas sincère. Au fond, je m'en tape. Et je reste absolument convaincu que une grosse majorité d'hommes qui portent des montres avec des sommes à 5 chiffres, voire parfois à 6, mais enfin, la majorité c'est quand même à 5, c'est pas à 6 chiffres, c'est la même logique que la femme avec la lingerie. C'est une question c'est un auto-satisfecit sur sa propre valeur. C'est-à-dire, voilà, je me trimballe avec le témoin de ma réussite, le témoin de mon capital, le témoin de mon intelligence, parce que fondamentalement, une montre ne procure pas de sensation et n'a pas d'utilité différente. Il n'y a pas de performance, tu vois, dans une montre. La différence entre... Et même certaines montres hors de prix sont même moins précises qu'une montre à quartz, si tu veux. Donc c'est un domaine où il n'y a pas d'augmentation de la performance. C'est pas comme l'automobile. C'est pas... une Bugatti Veyron et une Clio Sport, c'est pas... Objectivement, c'est pas du tout les mêmes performances, c'est pas le même confort. Tu vois? Alors qu'une montre, il n'y a pas d'histoire de confort ou de performance. C'est juste une question de voilà d'autosatisfecit, d'être en mesure d'accéder à voilà. C'est un symbole, voilà. Je suis capable de me trimballer avec une somme qui représente 1 an de la vie, 1 an de travail chez une personne moyenne. Je suis capable de l'avoir au poignet. Et bien la lingerie, comme je n'ai pas besoin de ce type de démonstration, c'est vrai que à un moment je me suis rendu compte qu'en fait je n'avais pas d'intérêt sincère pour ce hobby. J'ai acheté 3-4 montres, jamais à 5 chiffres, une Breitling, une Rolex et voilà, toujours d'occasion. Et puis je les ai revendues à peu près le même prix et j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que c'est pas mon truc. Tu vois, je m'en fous en fait qu'on voit que j'ai une Rolex. J'en ai pas besoin, ça ne me donne pas de la valeur, tu vois. Et de la même manière, la lingerie, même si sans doute que personne ne l'a vu cette soirée-là, enfin en tout cas j'espère pour toi que personne, j'espère pour toi que tu as été le seul à la voir cette soirée-là, c'est une manière de témoigner à son ancienne fac ou à son ancienne école qu'elle a réussi. Mais c'est là, en gros, c'est plus important de montrer aux autres que tu réussis plutôt que de rendre ton mari heureux. Mais on a dit depuis le début que c'est pas sur son mariage qu'elle investissait.
Ça veut pas dire qu'elle te trompe ou quoi que ce soit, ça veut dire que ça n'est pas... Ça n'est pas premier dans les domaines qui l'intéressent, voilà, c'est tout. Tu sais, il y a des gens qui ont des enfants, notamment des hommes, et qui ne sont pas passionnés par les enfants. Ils les ont, voilà, ils les traitent bien, ils sont pas méchants avec eux, voilà, ils font ce qu'il faut, ils les emmènent chez le médecin et tout. C'est pas en haut de la liste. Ouais. Non, bah au moins, c'est... Comment dire, ça confirme l'hypothèse, quoi. C'est déjà ça de gagner. J'ai pas de solution, mais au moins le problème est bien identifié. Ben, pourquoi est-ce que tout problème aurait une solution? Dans un monde idéal, oui. Dans la réalité, non. Mais tu respires un air idéal ou tu respires un air réel? Oui, non, je suis plus tragique qu'idéaliste, oui. Ça, à la limite, après, c'est presque... C'est de l'ordre du religieux. C'est à quoi veux-tu croire? Moi, je crois que ce qui prime en dernière instance, c'est le réel. Moi, je suis d'accord. Et le réel dit que généralement un homme doté de capitaux et qui ne s'est pas marié, c'est pas quelqu'un qui connaît pas comment dire. Parfois je reformule, j'étais pas clair. On me fait des connaissances, voire des inconnus sur internet, me font la leçon au titre qu'ils sont mariés depuis 5, 10, 20, 30 ans. Et que je ne l'ai a priori pas été, même si vous n'en savez rien. Je pourrais très bien m'être marié hier, mais je ne vous le dirai pas. Mais enfin bon, il part du principe que, on va dire jusqu'à 40 et quelques années, je n'ai pas été marié. Mais en réalité, celui qui connaît mieux son sujet, c'est peut-être celui qui a choisi de ne pas y aller, plutôt que de celui qui a choisi d'y sauter aveuglément, et de se rendre compte à 40 ou 50 ans que, finalement, les lignes en bas du contrat, comme tu disais sympathiquement, lui ont échappé. L'occasion de me marier et d'avoir des enfants, je l'ai eu des dizaines de fois. As-tu d'autres questions, Eric d'Asie? Non, Stéphane, je te remercie. Ça m'aide à avoir les idées plus claires, même si c'était déjà un peu clair avant, mais là, c'est très éclairci, c'est très bien éclairé. Il n'y a plus de doute, quoi. Donc, c'est bien. Enfin, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, au moins, ça m'a vraiment aidé, quoi. Un petit mot pour ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas encore VIP. Il y en a quand même beaucoup. Oui. Honnêtement, vous aurez accès à des concepts qui vont peut-être pas changer votre vie, mais vont clairement vous ouvrir les yeux quant à la vie. Notamment si un jour vous avez un contrat à lire avec des petites lignes en bas, vous serez peut-être capable de mieux les interpréter et de savoir exactement ce pourquoi vous vous engagez. Donc je vous encourage vivement à saisir cette opportunité d'avoir un regard plus éclairé sur la vie et comprendre mieux les gens en général et les femmes en particulier. Merci Eric, à bientôt. Merci Stéphane, bonne journée. Également.